Bon, comme vous l'avez entendu et vu de maintes et maintes fois sur cette chaîne, je suis un très grand fan du cinéma de Tim Burton. Sa filmographie m'a passionné et me passionnera toujours. Mais concrètement, c'est quoi mon avis sur sa filmographie complète? Pour ce qui est de Pee-wee, je vais pas vous mentir, c'est pas trop ma cam. Mais bien entendu, puisque c'est Tim Burton, ça reste intéressant. Pour ce qui est de Beetlejuice, alors là, c'est 10 fois de plus ma cam. J'adore voir Tim Burton s'amuser, j'adore voir Tim Burton poser les bases de son cinéma. Et alors, qu'est-ce que les bases sont solides? Je me souviens avoir été ultra marqué par cette scène quand j'étais petit. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, cela prouve que Beetlejuice est une œuvre profondément marquante, qui va rester à jamais gravée dans ton esprit. C'est une œuvre qui m'accompagne encore maintenant. Pour ce merveilleux aspect train fantôme, pour la folie de Michael Keaton, pour l'imagination débordante et pour le fait que Tim Burton s'amusait comme un fou en réalisant ce film. Bon et bien sûr, on n'oublie pas la merveilleuse bande originale de Danny Elfman. Ensuite, on arrive à Batman, une nouvelle fois avec Michael Keaton, mais cette fois-ci se joint à la fête Jack Nicholson. Et alors, je vais être très honnête, j'ai beaucoup plus d'amour pour le deuxième opus. Celui-là, je le trouve vraiment bien, même très bien par instant, mais il me passe un petit peu plus au-dessus que Batman le défi. Je pense que je ne suis pas seul à préférer Batman le défi. Ensuite, il y a eu la plus belle œuvre de Tim Burton, à savoir Édouard aux mains d'argent, une œuvre absolument sublime dans son fond comme dans sa forme, sur l'acceptation des autres, l'acceptation de la différence, et à quel point elle peut apporter de belles choses. Probablement l'œuvre la plus personnelle de son auteur qui se révèle pour nous son œuvre la plus universelle. Si cela vous intéresse, j'ai dédié une vidéo entière à Édouard aux mains d'argent et sa chamboulante poésie. La vidéo est toujours disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder. Bon et bien sûr, on n'oublie pas la merveilleuse bande originale de Danny Elfman. Ensuite, il y a eu Batman le défi, les visuels sont absolument dingues, Catwoman et le pingouin tout autant. Pour la petite anecdote, c'est ce film qui m'a fait réellement aimer l'univers de Batman, alors que j'avais vu d'autres longs métrages Batman avant, celui de Burton, mais également ceux de Nolan. Je trouve que c'est dans Batman le défi que l'univers y est le mieux exploité, qu'il y a le plus de possibilités créatives, amusantes et riches. Bon et bien sûr, on n'oublie pas la merveilleuse bande originale de Danny Elfman. Et franchement, on parle très souvent et à raison des Spider-Man de Sam Raimi qui ont apporté beaucoup de choses au genre super-héroïque, mais les Batman de Tim Burton aussi, faut pas l'oublier ça. Arrive ensuite Ed Wood, nouvelle collaboration entre Tim Burton et Johnny Depp pour tout simplement l'un des meilleurs biopics de l'histoire. Premièrement parce que le film donne enfin de la reconnaissance à un des réalisateurs les plus emblématiques de son temps, même s'il a réalisé de très mauvais films, c'est un réalisateur qui en quelque sorte a inspiré notamment Tim Burton. Avec ce nouveau film, Tim Burton signe une nouvelle œuvre absolument déchirante, se concentrant beaucoup plus sur les rêves, les espoirs de l'être humain Ed Wood qu'au réalisateur Ed Wood. Rajoutons à cela que la plastique du long métrage est une nouvelle fois magnifique et change drastiquement de ce qu'avait pu faire auparavant Tim Burton, donc Tim Burton se réinvente en plus de parler d'un auteur qui l'a passionné, un auteur dans lequel il se retrouve. Ed Wood ou un biopic extrêmement particulier, extrêmement sincère et qu'il faut absolument voir. Ensuite arrive Mars Attack et c'est un petit peu le même combat que le premier Batman de Tim Burton, c'est-à-dire que c'est un film que j'aime bien voir beaucoup par certains instants, mais il ne me passionne pas outre mesure. Après, c'est toujours intéressant de voir Tim Burton continuer après Ed Wood de rendre hommage à une certaine époque du cinéma, une époque qui l'a profondément bercé et profondément inspiré. Tim Burton s'amuse à créer et ça c'est le principal. Ensuite arrive l'un de mes Tim Burton préférés que j'ai revu hier soir pour la petite anecdote, à savoir Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Après avoir créé le film de Noël parfait avec Édouard aux mains d'argent, Tim Burton crée le film d'Halloween parfait avec Sleepy Hollow, un film avec une ambiance unique, une ambiance rare, une ambiance incroyable tout simplement, autant dans le fond que dans la forme. Que ce soit le traitement de la légende, l'aspect des décors, le jeu des acteurs, des actrices, la romance du film, tout me fout des frissons. J'adore ce film, c'est l'un de mes films d'Halloween ultime et c'est un film que je trouve mais tellement unique, il n'y en a pas eu avant des films comme lui et il n'y en a pas eu après. Je me souviens l'avoir découvert à la télévision quand j'étais en 6e et j'avais été traumatisé par les séquences de rêve. Bref, si vous n'avez pas vu Sleepy Hollow de Tim Burton, c'est un must-see. Foncez le voir, notamment à la période d'Halloween, vous n'allez
pas regretter. Je vous le jure, vous n'allez pas regretter. Bon, et bien sûr, on n'oublie pas la merveilleuse bande originale de Danny Elfman. Bon, ensuite arrive sa version de La Planète des Singes, et alors je vais faire très vite sur ce long métrage que je trouve moyen. Il y a des points qui sont passionnants parce qu'on est chez Tim Burton, mais il y en a un nombre incalculable d'autres qui me saoulent, qui ne m'intéressent pas, et c'est un petit peu dommage. Bon, heureusement Tim Burton s'est très vite rattrapé, puisque ensuite il a sorti Big Fish, aka l'un de ses meilleurs films. Vraiment pour moi ses meilleurs films, c'est Édouard en main d'argent, Big Fish et Sleepy Hollow. Mon rapport avec Big Fish est très particulier, parce que c'est un film que j'ai vu très jeune, que j'ai revu de nombreuses fois par la suite, et à chaque fois je l'aimais de plus en plus. Puis, mon grand-père paternel est décédé. Et j'ai revu le long métrage, et je n'ai pas pu m'empêcher de voir en le personnage interprété par Ewan McGregor, mon grand-père paternel. Donc forcément, le film de base me touchait beaucoup. En termes d'émotion, c'était très fort. Mais là, l'émotion, au fur et à mesure des visionnages, a été décuplée. Ce qui fait que Big Fish est actuellement le film devant lequel j'ai le plus pleuré. Beaucoup plus que devant la fin du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, beaucoup plus que devant Forrest Gump. Mais surtout, Big Fish est l'un de ces films qui m'a donné envie de faire du cinéma plus tard, qui m'a donné envie de parler de cinéma plus tard, tellement c'est un coffre à idées riches, à idées sublimes, à idées sans fin, dans la manière de conter son histoire, dans la manière de créer ses personnages. Big Fish, c'est l'un des plus beaux rêves que j'ai fait avec le cinéma. Et ce rêve, je le chéris, je suis pas prêt de l'oublier. Donc merci Monsieur Burton pour cela. Bon, et bien sûr, on n'oublie pas la merveilleuse bande originale de Danny Elfman. Ensuite arrive un film en stop motion par Tim Burton, à savoir Les Noces Funèbres. Et vous savez quoi, je vais parler en même temps des Noces Funèbres et de Frankenweenie, puisque c'est les deux seuls films d'animation en stop motion qu'il a réalisés. Oui, les deux seuls. Tim Burton n'a pas réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je dis ça parce qu'il y a encore des personnes qui se méprennent. Tim Burton n'a pas réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est fortement attaché au projet, ça c'est sûr, mais le génie derrière la mise en scène de L'étrange Noël de Monsieur Jack n'est autre que Henry Selick, qui a pondu un autre chef-d'œuvre de l'animation stop motion, à savoir Coraline. Donc, pour ce qui est des Noces Funèbres et de Frankenweenie, je vais passer assez vite dessus. Les Noces Funèbres possèdent exactement le même esprit que Beetlejuice, sauf que cette fois-ci c'est en animation, et c'est absolument génial une nouvelle fois, tandis que Frankenweenie est une œuvre terriblement touchante et sincère, tant son auteur voulait la réaliser depuis très longtemps. En Frankenweenie, on retrouve l'âme d'enfant et le talent de son auteur pour un merveilleux moment assez sous-coté je trouve. On parle pas assez de Frankenweenie alors que c'est vraiment un merveilleux film d'animation, accessible pour les adultes mais également les enfants, accessible pour les néophytes de l'univers de Tim Burton, mais également pour ceux dont l'univers de Tim Burton les passionne depuis longtemps. Bref, jetez-vous dessus si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est de Charlie et la chocolaterie, je suis assez perturbé par ce long métrage parce que tout ce qui se passe dans la chocolaterie, ça ne me passionne que trop peu. Par contre, tout ce qui concerne le passé de Willy Wonka, tout ce que ça raconte sur Willy Wonka et ce que ça raconte sur Tim Burton, je trouve ça assez chamboulant. Reste que également, même si c'est du Burton après les années 2000, visuellement ça reste assez impressionnant par instant. Et puis bon, mine de rien, on sent que ce long métrage était important pour Tim Burton. Il s'amuse de fou à le créer. Bon, et bien sûr, on n'oublie pas la merveilleuse bande originale de Danny Elfman. Ensuite est arrivé Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Et alors là, je vais vraiment passer très vite dessus. C'est un Burton que j'affectionne tout particulièrement. Je dirais même que c'est mon 4e Burton préféré. Je trouve ce film fou. Et pourquoi je passe très vite dessus? Parce que j'en ai parlé durant 10 minutes, durant le dernier épisode du petit podcast. N'hésitez pas à aller le regarder, ou plutôt à aller l'écouter, si vous voulez savoir tout ce que je pense de Sweeney Todd. Et maintenant, place au tant redouté Alice au Pays des Merveilles, qui est une anomalie dangereuse, parce que ce film, tout le monde pensait, en tout cas beaucoup de gens pensaient que c'était le film parfait pour Tim Burton. L'univers d'Alice au Pays des Merveilles marié à l'univers de Tim Burton, mais mon Dieu, le rêve! Bah maintenant qu'on a vu le film, j'ai envie de dire, mon Dieu, le cadeau ultra empoisonné, quoi. Parce que Tim Burton est perdu. Perdu par trop de budget, perdu par une puissance numérique absolument immonde, perdu par l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qu'il n'arrive pas à aborder, à traiter. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, durant 2 heures, il s'autocite en permanence. Pour un résultat des plus tristes. Pour un résultat complètement
sans aucune âme. En fait, pire que s'être perdu, il s'est emprisonné, car au lieu d'être lui, il s'est emprisonné dans l'idée que se font les gens de lui. Et pourquoi je disais que c'était une anomalie dangereuse? Parce que le fait que cette anomalie dangereuse ait eu lieu, ça a radicalement changé la suite de sa carrière. Car même s'il y a eu quelques petites exceptions, je pense notamment à Big Eyes ou Miss Peregrine et les enfants particuliers, la suite de la carrière de Burton après Alice au Pays des Merveilles fut bien triste. On le voit dans Dark Shadows, on le voit dans Dumbo, Tim Burton s'est réellement emprisonné dans l'idée que se font les gens de lui, de son travail, en plus de s'être enfermé dans un numérique très souvent crasseux. Tim Burton ne crée plus, Tim Burton s'autocite. Alors certes, il s'applique pour que ça soit un minimum regardable et plaisant, mais Tim Burton ne crée plus. Tim Burton ne s'amuse plus à créer. Et cela a été notamment énormément à cause de Disney, qui l'ont absolument pas respecté. Et d'ailleurs, il en a parlé dernièrement. Disney a failli lui faire arrêter la réalisation. Mais donc, quand j'apprends qu'il va y avoir 36 ans après le premier opus, Beetlejuice 2, qu'en plus de ça, Tim Burton va laisser pour cet opus le numérique de côté, il va retourner à beaucoup plus d'effets pratiques. Quand je vois qu'il va retravailler avec des personnes avec qui il a travaillé dans le passé, des personnes qui sont chères à son cœur, et que en plus de ça, il va inclure dans ce nouvel opus la nouvelle génération burtonienne, à savoir Jenna Ortega. Jenna Ortega qui a quand même l'air de lui avoir redonné espoir, de lui avoir redonné envie de créer. Et enfin, quand je vois le nombre d'interviews qu'il a donné concernant Beetlejuice, et qu'il a l'air tout sauf l'air déprimé, il a l'air heureux, il a l'air en forme, il a l'air ultra content de sortir Beetlejuice, bah allez, même si les trailers de ce second opus m'ont inquiété, j'y vais avec espoir. J'y vais avec l'espoir de retrouver le Tim Burton qui s'amuse en créant, car c'est lui le Tim Burton qu'il nous faut, c'est lui le vrai Tim Burton. Du coup maintenant j'ai vu le film, et alors, c'est le vrai retour de Tim Burton ou c'est encore une fois une douille? Bah écoutez, on en parle dès maintenant. MacArthur's Park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Hello les illustros et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question ni plus ni moins de Beetlejuice, et je ne dirai pas son prénom une troisième fois, parce que sinon je vais avoir de gros ennuis. Avant de commencer, j'espère que cette longue introduction vous aura plu. J'ai mis du temps à la faire, mais j'ai également pris beaucoup de plaisir à la faire, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, les deux questions qu'on se pose toutes et tous, c'est est-ce que Beetlejuice est une bonne suite à l'original, et est-ce que Beetlejuice est le réel retour de Burton? Et à ces deux questions, je donne la réponse suivante: oui. Et ça me fait tellement plaisir de dire oui. Beetlejuice, qui est donc la suite de Beetlejuice, la suite qui arrive 36 ans après, quand même. Réalisé par Tim Burton, au casting on retrouve évidemment Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara ou encore Jenna Ortega qui est la petite nouvelle, mais on retrouve également Danny DeVito qui passe une tête, et ça fait toujours plaisir de voir Danny DeVito passer une tête dans un film. Et alors, illustre connu, que nous raconte Beetlejuice? Après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River, toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice. Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l'après-vie. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que ces démons farceurs ne reviennent semer la pagaille. La giga méga pagaille. Confronting the unknown, conquering your fears, there's nothing harder. Beetlejuice! What the f... Et donc, Beetlejuice, c'est bien. Par contre, quand tu sors de ta séance, tu peux pas t'empêcher de repenser à certains défauts majeurs de l'œuvre dont il faut évidemment parler. En sortant de Beetlejuice, je me suis rendu compte à quel point la structure du long métrage était ultra méga bancale, et c'est un petit peu étrange, sachant que Beetlejuice premier du nom avait une structure quand même sacrément costaude. Ça fonçait tout droit, certes, mais les scènes étaient bien réparties, elles duraient un temps qui était juste, et tu sortais du long métrage rassasié. Là, tu sors de Beetlejuice avec une impression de « je suis rassasié », mais en même temps, je suis pas assez rassasié. C'est très étrange. Ils ont été plusieurs à écrire le scénario, ça c'est sûr. Par contre, je ne comprends pas comment ils ont pu rendre ce scénario et que personne leur ait dit « les gars, révisez votre structure, parce que là, ça va pas ». Parce que dans un premier temps,
les scènes sont réparties n'importe comment. C'est étrange, mais pour une fois, en regardant un Burton, j'ai pas eu l'impression que les scènes s'enchaînaient bien. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont d'abord écrit plein de scènes et qu'ensuite ils se sont posés autour d'une table et ils se sont dit bon maintenant faut qu'on réunisse toutes ces scènes pour construire un scénario et qu'ils ont pioché dans un chapeau à quel endroit certaines scènes allaient aller. C'est très étrange. Mais également pour continuer sur ce problème de structure, il y a des scènes qui durent beaucoup trop longtemps et d'autres qui durent pas assez longtemps. Je pense notamment à toute la scène durant l'introduction du long métrage où on introduit le personnage de Monica Bellucci, parce que oui, Monica Bellucci est dans le film également, j'ai oublié de le dire. Cette scène dure des plombe, alors que avant cette scène, on a eu une scène dans le monde des vivants, il me semble, qui dure très peu de temps, et après la scène de l'introduction de Monica Bellucci, donc dans le monde des morts, on a une scène dans le monde des vivants qui dure très longtemps, puis après on a une scène dans le monde des morts qui dure très peu de temps, puis une scène dans le monde des vivants qui dure très peu de temps, puis une scène dans le monde des morts qui dure très longtemps. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est un bordel monstre en termes de structure. Et donc quand je suis sorti du long métrage, dans un premier temps, ça m'a dérangé, ce bordel ambiant. Et puis après, je me suis rendu compte d'un truc. Certes, le film est un bordel total. Mais un bordel où Tim Burton et l'équipe du film s'amusent comme des fous. Et ça m'a fait plaisir de ressentir de l'amusement créatif chez Tim Burton. Vraiment, ça m'a même touché à une certaine scène dont je vais parler un petit peu après. Recognize this post. Never seen that shape before in my life or afterlife. Je vais reprendre en exemple la scène d'introduction du personnage de Monica Bellucci, qui est bad longue. Par contre, en termes d'idées visuelles, elle est juste dingue. Ce personnage, qui a donc été coupé en 1000 morceaux, tous ces morceaux de corps qui se trouvent dans des boîtes qui, par certains hasards, vont tomber sur le sol, et ensuite tout le corps va se rassembler avec lui-même. Qu'est-ce que je raconte? Le tout accompagné par la musique Tragedy des Bee Gees. Non, vraiment, cette scène, en termes d'idées, est géniale. Et puis surtout, elle aussi, elle est touchante, parce que tu sens que Tim Burton avait besoin de retrouver ces personnages-là, ces morts précis qui appartiennent à un univers précis, celui de Beetlejuice. Il avait besoin de les retrouver, de les admirer, de les créer pendant longtemps. Ça lui faisait du bien. Mais donc cette scène d'introduction du personnage de Monica Bellucci a plein d'idées visuelles, mais il y a également tout un autre truc dans le long métrage qui tourne autour d'un train qui s'appelle le Soul Train, et en fait c'est une gigavanne et je l'avais pas capté au début. The living. The dead. On te vend ce Soul Train comme le train des âmes. Et en fait, quand on arrive à la gare où se trouve le Soul Train, t'as plein de personnes qui dansent sur de la soul music. Donc cette scène est une pure vanne, mais qui marche vraiment très bien. Mais en plus de ça, c'est une scène un peu comédie musicale. Va y avoir pas mal d'aspects comédie musicale dans Beetlejuice, beaucoup plus poussés que dans le premier opus. Et à chaque fois, ces scènes comédie musicale fonctionnent très bien. Donc la scène Soul Train, mais également cette merveilleuse scène vers la fin du film avec Mac Arthur Park. On revient à ce que j'ai dit concernant la scène avec le personnage de Monica Bellucci. Tim Burton avait besoin de retrouver ces personnages-là. En fait, ces morts-là, qui appartiennent à un certain moment de son cinéma, le ramènent à la vie en quelque sorte. Il y a une scène de danse dans les airs entre Beetlejuice et le personnage de Winona Ryder qu'on entrevoit dans la bande-annonce, que j'ai trouvé mais tellement touchante. En plus, il y a l'inclusion de flashbacks dans cette scène, mais pas de manière putassière, c'est fait de manière assez sobre. Et non, vraiment, cette scène est ultra touchante. En plus, il rend hommage à Richard Harris, puisque cette scène est accompagné par Mac Arthur Park, chanté par Richard Harris, qui jouait Dumbledore dans Harry Potter 1 et 2, qui a eu une carrière musicale. Il va y avoir également une scène où le serpent des sables, qui est en stop motion, va être marié à un décor et à des acteurs 100% réels. Et le mélange fonctionne très bien. Tout ce qui tourne autour du personnage qui parle à Jenna Ortega durant toute une partie du film, là aussi, t'as des idées de réalisation, des idées de comédie noire, mais qui sont absolument géniales. Et surtout, il y a tout un twist autour de ce personnage
que j'ai pas vu venir, alors que quand tu revois le film, tu te dis, mais en fait, tout était indiqué. Mais j'ai pas vu venir ce twist parce que ce twist est préparé via des références au premier long métrage. Donc dans un premier temps, tu te dis, ok, c'est des références au premier long métrage, mais c'est pas des références putassières parce qu'elles sont assez discrètes. Mais en fait, ces références au premier long métrage vont servir la suite du scénario du deuxième long métrage. Donc c'est vachement malin. The juice is loose. Et donc voilà, je suis passé sur le fond du film, donc il y a ce gros problème de structure, mais en soi, le film raconte des choses que je trouve quand même terriblement touchantes, surtout quand on voit la carrière de Burton, comment elle a évolué avant l'arrivée de Beetlejuice. Et alors, là, je vais faire des légers spoilers, mais vraiment légers spoilers. Ce que je vais dire, ça ne va pas vous gâcher le visionnage du long métrage. Durant tout le film, on va donc suivre le personnage interprété par Winona Ryder, qui est donc devenue une médium qui bosse à la télévision, et on va suivre également le personnage de Justin Theroux, qui est donc le compagnon actuel de Winona Ryder. Ce compagnon qui, dans un premier abord, a l'air tout à fait gentil, tout à fait aimant envers Winona Ryder, mais qui, au fur et à mesure du long métrage, va se transformer en quelqu'un qui est intéressé par l'univers que porte en elle Winona Ryder. Winona Ryder qui est une allégorie de Tim Burton. Hein. Le personnage de Justin Theroux va s'intéresser à l'univers que porte Winona Ryder, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Il va s'y intéresser pour travestir tout ça de manière assez dégueulasse, et je peux pas m'empêcher de voir en le personnage de Justin Theroux une allégorie de Disney. Pour continuer sur le fond et sur les choses qui sont touchantes, et c'est probablement ce dont je vais parler là qui m'a le plus touché, le personnage de Jenna Ortega est ultra intéressant, parce que Jenna Ortega, je sais pas si ça a été concrètement dit par Tim Burton et Jenna Ortega, mais Jenna Ortega représente un espoir pour Tim Burton. Jenna Ortega a redonné envie à Tim Burton de créer et de s'amuser en créant. Et tout le film tourne autour du fait qu'il ne faut absolument pas laisser le personnage de Jenna Ortega mourir. Et donc je vois Tim Burton remercier durant tout le long métrage Jenna Ortega pour ce qu'elle lui a apporté, pour lui avoir redonné l'envie de créer en s'amusant. Et le fait qu'il ne faut absolument pas laisser mourir le personnage de Jenna Ortega, ça parle aussi de la peur qu'a Tim Burton pour le futur de sa carrière, de peut-être un jour replonger dans ses travers et remourir en quelque sorte. Je trouve ça super bien développé, je trouve ça vraiment touchant. Tout le propos méta est vraiment pas mal du tout. On va également avoir la passation entre Winona Ryder, qui était vraiment la gothique de Tim Burton, à Jenna Ortega, qui est la nouvelle gothique de Tim Burton. Et c'est une passation qui est vraiment touchante, qui est faite tout en finesse, tout en douceur, avec des scènes de dialogue, des dialogues qui sont très bien écrits, qui font sens et qui m'ont vraiment ému. Hein. Ensuite, c'est mon pote Adam qui m'a parlé de ça. Je vais en parler parce que je suis assez d'accord avec lui et je trouve ça intéressant. Tim Burton, en quelque sorte, durant une période de sa carrière, a passé trop de temps à parler avec ses morts. Et là, ces morts, au lieu de leur parler, eh bien, il les laisse eux parler, il les laisse eux s'exprimer, il les laisse eux refaire la fête peut-être une dernière fois. Mais je trouve ça tellement touchant, je trouve que c'est tellement ça le retour de Tim Burton. Bon, sinon, pour ce qui est des points techniques, le film est vraiment très 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 joli à regarder. Ça se sent qu'il y a eu énormément d'effets pratiques, des effets pratiques qui ont dû être vraiment galères à réaliser. C'est pas les mêmes effets pratiques que dans le premier opus, donc Tim Burton réinvente son univers. C'était un peu ma peur aussi. J'ai tapé dans mon micro, je sais pas pourquoi, il m'a rien fait. C'était aussi un peu ma peur que Beetlejuice 2 soit en fait Beetlejuice 2.0, genre Beetlejuice mais à la sauce actuelle, et ce n'est jamais le cas. En témoignent toutes les scènes avec le Soul Train, tout ça c'est nouveau, mais on découvre également plein de nouveaux décors qui regorgent de détails, d'ingéniosité et d'effets pratiques qui sont vraiment vraiment malins et très appréciables. Je pense notamment à tout un truc qui tourne autour du personnage de Monica Bellucci, qui durant tout le film va tuer des morts. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Et la façon dont elle les tue, tu sens que ça a été fait sur le plateau, et au-delà d'être drôle, c'est vraiment bien fait. Donc voilà, en termes de technique, le film est vraiment royal. Ça fait plaisir de retrouver un long métrage où tu sens que 90% des effets spéciaux que tu vois ont été faits sur le plateau. Et en plus de ça, ils sont bien faits, parce qu'ils auraient pu être mal faits. Tim Burton et son équipe auraient pu perdre de leur superbe, mais ce n'est jamais le cas. Really?
Is this a figment of your imagination? Même la photographie tente des choses en termes d'éclairage qui ont l'air vachement galères, genre des répartitions de couleurs qui auraient pu être dégueu si ça avait été mal éclairé, mal étalonné, mais ce n'est jamais le cas. Donc voilà, Beetlejuice, cette critique est un bordel. Mais écoutez, ça rend bien hommage à ce second opus qui est un bordel, mais un bordel d'amusement créatif qui a tendance à me passionner et à véritablement me toucher. Vraiment, cette scène de Mac, Arthur Park, j'ai presque versé ma larme, mais vraiment. Et donc voilà, Tim Burton cesse de s'autociter. Tim Burton n'a plus l'air perdu. Tim Burton se renouvelle au travers de multiples scènes ultra ingénieuses, notamment celle du Soul Train, mais également toute une scène en introduction, en stop motion, et également toute une scène sur le passé de Beetlejuice. J'ai oublié d'en parler, donc j'en parle ici. Beetlejuice est pour moi le réel retour de Burton. Un réel retour des plus touchants, au travers du personnage de Winona Ryder, au travers du personnage de Jenna Ortega. Tim Burton, je t'aime. Je t'aime, Tim. Je voulais que cette critique soit pas forcément très structurée comme habituellement. Je voulais qu'elle soit le plus honnête possible parce que je suis tellement content de retrouver enfin Tim Burton. Genre, ça me fait un bien fou. Et donc voilà, j'espère que cette critique vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, des univers burtoniens évidemment. Et je vous dis... J'ai oublié un truc. C'est bon, je sais. Bon, et bien sûr, on n'oublie pas la merveilleuse bande originale de Danny Elfman.